Bonsoir René Marc. Bonsoir, Johan. René Marc, vous avez quel âge et vous habitez où? J'ai 62 ans et j'habite au cœur de Paris, dans le Marais. Quelle est votre situation de famille actuellement? Je m'apprête à me marier pour la troisième fois de ma vie. Et alors votre profession, c'est non seulement d'être artiste, comédien, mais vous êtes aussi entrepreneur, puisqu'il y a quelques années, vous avez monté une école de comédie, plus particulièrement une école pour apprendre à faire rire sur scène. On y reviendra d'ici quelques Tout à instants. fait, oui. Ce soir, René Marc, vous êtes des nôtres parce que très récemment, vous avez appris que cette maladie contre laquelle vous luttez depuis un moment a gagné, ou presque. Et vous avez fait vôtre cette réalité qui est que bah, les jours vous seront comptés. Et je rajoute à ça que depuis quelques jours, vous avez décidé de tenir un journal de bord, face caméra, en direct, enfin via les réseaux sociaux, via YouTube, pour bien pour partager ce que vous considérez comme une expérience. Vous me direz d'ailleurs comment Oui. vous avez décidé de partir comme ça pour cette expérience, ce journal intime. On va commencer par le début, un jeu auquel je me livre de temps en temps avec celles et ceux qui passent dans cette émission. Si on jouait au jeu du premier souvenir, quel est le premier souvenir de votre enfance qui remonte à la surface ce soir? La naissance de mon frère, 5 ans. J'avais 5 ans quand il est né. D'un coup, je n'étais plus fils unique, mais voilà, il y avait un petit frère qui arrivait, donc ça, c'était troublant. On a basculé dans autre chose avec mes parents. Vous étiez quel genre de gamin, vous, avant l'arrivée de votre frère? Je, J'étais un gamin assez turbulent et très clown tout le temps. Je suis pas devenu artiste comme ça. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de vivacité. J'avais une maman qui était toujours souriante et très drôle, qui était femme au foyer. Et je suis devenu un gamin qui s'est protégé un petit peu rapidement pour des tas de raisons dont on va certainement parler ce soir, quoi. Donc je me suis mis à grossir et je suis devenu, on m'appelait Bouboule en CM1. Déjà, je suis devenu en surcharge pondérale et j'ai compris que je commençais à me protéger de quelque chose. Vous savez, vous, de quoi vous vous protégiez à ce moment-là? Oui, bien sûr, je, Déjà consciemment, tout ça, quand vous étiez gamin, vous l'aviez assimilé, vous saviez la raison pour laquelle bah, ça venait parasiter votre croissance et jouer des tours à votre corps. il y avait une brimade du côté de mon père. Mais il y a des tas d'explications. Je ne vais pas me permettre de dire du mal de mon père ou quoi que ce soit. Il y avait une façon maladroite que mon père a eu de me parler, de m'éduquer, de ne jamais dire je t'aime, et très jeune, tout simplement parce que mon père est pupille de la nation. Mon grand-père a été déporté pendant la guerre, il est décédé à Auschwitz, et en fait, mon père, à l'âge de 7 ans, possédait l'étoile jaune dans les rues de Paris pendant l'occupation. Et mon père n'a pas vu comment un père élève un enfant. Il s'est retrouvé dans la vie active. Il avait deux frères plus jeunes que lui à prendre la place de quelqu'un qui est mort dans les camps alors qu'il avait entre 7 et 9 ans. Donc mon père n'a pas eu cette transmission de la part de son propre père et il n'a pas, mais je ne peux que le comprendre. Il a été maladroit, il a pas su comment faire et je crois qu'inconsciemment, je l'ai compris très tôt. Mais vous, à l'époque, vous n'aviez pas tout ce sous-texte, vous vous sentiez mal aimé, vous vous remettiez en cause, est-ce que vous vous demandiez pourquoi finalement ce père n'est peut-être pas comme les autres, comme celui de mes petits camarades? Ben, il y a eu des signes très précis entre 9 et 11 ans. Mon père m'a, alors que, comme il y avait école le lendemain, on ne regardait jamais je n'avais pas le droit de regarder la télévision le soir, ça faisait partie de l'éducation. Donc je me couchais à 20h30. Je me souviens de la diffusion, c'était 60, dans les années 70, de la série Holocauste, que mon père, cette fois-ci, sans me donner aucune explication, m'a obligé à regarder devant la télévision. C'est-à-dire que ce soir-là, j'étais obligé de regarder la télévision au lieu de me coucher, mais on ne parlait pas de la série, de ce qui s'y passait. De même qu'un an après, mon père est rentré dans ma chambre, il m'a jeté sur le lit de ma chambre le livre Au nom de tous les miens de Martin Gray, qu'il m'a obligé à lire et que j'ai lu.
que j'ai dévoré, mais que j'ai pris dans la gueule avec une violence impensable. Et il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas d'explication. Donc, je savais que son comportement était lié à quelque chose dont il ne pouvait pas parler. Et votre mère, Et dans tout ça, quel rôle elle pardon? jouait-elle, votre mère, dans cette cellule familiale? Est-ce que Bah, elle, ma mère elle avait de l'amour à était. montrer, à vous adresser? Oui, moi j'ai eu beaucoup d'amour de la part de ma maman, même si je n'ai jamais eu un je t'aime non plus. Je ne peux pas nier non plus que ma mère était sous l'emprise du fort caractère de mon père, mais qu'elle a été une femme excessivement heureuse. Par contre, bien plus tard, hein, avec tout ce qui m'arrive aujourd'hui, j'analyse les choses. Ma mère a commencé à développer un cancer assez tôt. Pendant 15 ans, elle a vécu avec un cancer. Elle est partie à 60 ans. Ça fait déjà longtemps, plus de 25 ans. Et je ne peux pas ignorer que sous l'emprise de mon père, même si ma mère a été très heureuse, elle n'a pas eu la liberté et l'épanouissement par amour de cet homme qui prenait beaucoup de place. Et que c'est peut-être comme ça qu'elle a développé sa maladie. Mais mon père l'a accompagnée jusqu'au bout avec beaucoup d'amour et mes parents se sont beaucoup aimés, énormément. Un des premiers mots que vous m'avez dit pour qualifier votre enfant, c'est je faisais le clown. Ça veut dire Oui. quoi? C'est-à-dire que malgré euh, toutes ces frustrations, ce manque d'affection, vous faisiez le guignol à l'école? À l'école déjà, mais à la maison, je faisais rire ma mère et je faisais rire ma mère. Je jouais des personnages. Je m'amusais à faire des handicapés mentaux en prenant des accents, en faisant des gens déformés, etc. Ils me disaient, mais arrête, t'imagines si t'avais été comme ça, machin. Mais c'était pour la faire rire, c'était pour l'agacer. Je prenais des tas de personnages, j'avais des voix de dessins animés toujours que je faisais. Et puis à l'école, je me suis retrouvé quand même pendant 2 ans en CM1 et CM2 avec un de mes camarades pendant les récréations, au lieu d'aller jouer au foot, à jouer des petits spectacles en récréation en réunissant les maternelles. Et on avait monté un petit duo de clowns avec ce copain qui s'appelait Claude, je me rappelle très bien. Et en fait, on faisait nos petits spectacles pour les maternelles en improvisant comme ça pendant les récréations. Vous faisiez rire votre mère, gamin, et faire rire Oui. votre père, c'était mission impossible? Ou n'y Mission pen- impossible, non. Ouais. Et vous Totalement essayez au impossible. moins, ou il vous impressionnait suffisamment que l'idée même ne se posait pas et ne s'offrait pas à vous? J'étais, j'ai été un peu castré, donc c'était compliqué. Je n'essayais pas de faire rire mon père. Par contre, j'ai annoncé que je voulais être artiste très tôt. Quel âge? Vous Mais pensez? À quel moment? moi, j'ai commencé à sentir que je serais artiste à l'âge de 7 ans. Vous savez, lors du fameux spectacle de fin d'année sous le préau de l'école au mois de juin, quand c'est la fin de l'année, je sais pas si cette tradition existe toujours, mais il y a le spectacle de fin d'année de l'école, quoi. Et moi, à 7 ans, j'étais sur scène, je jouais une scène de Marcel Pagnol, puisque nous étions dans le Vaucluse au pied du Mont Ventoux. Et j'ai ressenti des applaudissements et des rires du public m'ont envoyé des aiguilles, des épées dans le cœur. Il y a quelque chose qui m'a transpercé. J'ai senti dès 7 ans que c'était ça que je voulais faire. Et j'ai commencé d'ailleurs dès l'année d'après à animer la kermesse de l'école, à faire du petit théâtre, du théâtre à l'école. Et à l'âge de 13 ans, 14 ans, entre 13 et 14 ans, j'ai annoncé à mon père que je voulais être comédien, que je voulais être artiste. Et là, ça a été le début du conflit, évidemment. Que faisait-il, lui, professionnellement dans la vie? Mon père était facteur à la poste, au PTT, ça s'appelait PTT à l'époque. Il a toujours été postier. Mais en plus de cela, avec un courage énorme, mon père avec des mains en or, et il travaillait en dehors de ses horaires de facteur comme maçon, à construire des appartements. Il avait beaucoup de gens qui lui demandaient, en sous-traitance comme on fait aujourd'hui, de refaire des appartements, des maisons. Et il nous a construit une maison magnifique au pied du Mont Ventoux, une maison en pierre de Provence pour ma mère, mon frère et moi, avec une piscine. Il a tout fait de ses propres mains. Et grâce à ce qu'il a fait, en plus de son métier de facteur, on a eu une vie magnifique. Et que vous vouliez devenir artiste, ce n'était pas un métier digne à ses yeux, c'est ça? J'étais soit pédé, soit drogué. Voilà. C'est ça Soit qu'il je vous a dit devenais à l'époque. pédé. C'était Ah oui, oui, ça? oui. C'est comme ça qu'il l'a verbalisé à l'enfant que vous étiez à l'époque. Oui, il est arrivé avec je m'en souviendrai toujours, un journal qu'il avait trouvé à la Poste, le Nouvel Observateur, où il y avait un article qui disait comédien 80. J'avais cru qu'on était coupé. Non? Non, non, non.
On est Allô? bien là. Je Non, suis là. Vous excusez-moi, j'ai cru m'entendez? qu'on était coupé. Oui, je vous entends très bien, Johan. Oui, il a jeté dans la cuisine ce journal où il y avait un article marqué comédien, 98% de chômage, de chômeurs. C'était un article dans le Nouvel Obs. J'ai jamais oublié. Et il m'a dit, c'est ça que tu veux devenir un chômeur? Et on a eu une discussion. J'ai dit, mais pourquoi veux-tu que ce soit un métier de chômeur? Il m'a dit, de toute façon, tu finiras ou pédé ou drogué. Voilà. Vous, donc, J'ai vous jamais avez oublié. décidé de faire ce métier coûte que coûte, y compris contre votre père. Mais c'était plus fort que moi. Hmm. Je vous l'ai dit, il y a ces épées, cette sensation que j'ai eue à l'âge de 7 ans, c'était plus fort que moi. J'ai compris des années plus tard que tout ça venait du côté de ma grand-mère maternelle, qui était bossue, qui faisait 1,36 m et qui, le jour de ses 50 ans de mariage, a chanté Édith Piaf, Je ne regrette rien. Et lorsque j'ai entendu sa voix pour la première fois de ma vie, j'ai eu des frissons et j'ai compris que c'est du côté de ma grand-mère maternelle qui m'a fait découvrir Zola, Chateaubriand, Barbara, Georges Brassens. C'est tellement de choses que venait mon côté artistique. Ma grand-mère bossue n'a jamais pu être artiste de sa vie à cause de sa malformation. René Marc, est-ce qu'enfant, vous l'avez rêvé, votre vie d'adulte? Est-ce que vous la fantasmiez? Vous imaginiez des choses, justement, de cette vie Oui, d'artiste? j'ai forcément fantasmé une envie de réussir en tant qu'artiste pour prouver à mon père que j'étais capable de réussir moi-même. C'est sûr. On dit parfois les comédiens vont chercher l'amour qu'ils n'ont pas eu dans leur famille. Donc pour vous, de ce que j'entends, euh, l'approbation du public, quand vous êtes gamin, vous faites ce spectacle de fin d'année, c'est directement ça. Ah, mais j'ai compris, moi, lorsque le premier cancer m'est tombé dessus à l'âge de 46 ans, c'est-à-dire ça va faire 16 ans, j'ai compris que j'étais monté sur scène toute ma vie pour entendre un je t'aime de mon père, oui, et que c'était pas la bonne motivation. C'est pour ça que j'étais face à la maladie. Vous aviez des modèles, vous, qui vous ont donné envie aussi de faire ce métier de comédien, d'humoriste? Bah, Coluche. Je suis un enfant de Coluche, j'ai passé mon Coluche des proches, Guy Bedos, Raymond DeVos, et j'ai passé ma jeunesse avec Harakiri et Charlie Hebdo. C'est mon humour, c'est ma culture de l'humour. Après, évidemment, je me suis renseigné pleinement puisque c'est devenu mon métier, mais la base, c'est ça, c'est ces gens-là qui m'ont donné envie. Vous avez quitté la maison familiale à quel âge? Dès que j'ai été majeur, Vous vous rappelez 18 du ans. jour où vous êtes allé où quand vous êtes parti? Vous êtes monté à la capitale, comme on dit? Eh bien, un accord commun avec mon père, François Mitterrand, nous étions en 80, a rouvert les concours administratifs à la Poste. Et mon père m'a dit, OK, tu veux aller à Paris, tu veux être comédien. Il s'agissait de faire des écoles de théâtre et tout sur Paris. Il faut que tu aies un métier. Tu ne peux pas y aller comme ça. Je l'ai accepté. J'ai passé un concours PTT que j'ai eu sans aucune difficulté. Et à l'époque, on était directement muté dans la capitale. Donc j'ai quitté Avignon en devenant postier dans le 11e arrondissement de Paris pour pouvoir payer mes cours de théâtre. Vous avez trouvé un compromis avec votre père. À ce moment-là, c'était un compromis, oui. Vous me parliez de cette vocation de devenir comédien, de cette enfance au pied du Mont Ventoux, du départ à Paris, et vous me parliez de l'envie de devenir célèbre. Cette envie de devenir célèbre, elle vous a taraudé. Vous vous êtes imaginé, vous, en haut de l'affiche, quand vous étiez ado, jeune adulte? Ben, j'ai vécu quand même des moments en haut, mais on ne peut pas nier, lorsqu'on vient à Paris, réussir dans la capitale, c'est la fameuse chanson d'Aznavour, on ne peut pas nier que c'est pour y chercher la célébrité. Je suis cinéphile, je l'ai toujours été, j'ai vu des tas de stars, j'ai vu des tas de gens, c'est un métier qui me fascine, je suis venu sur Paris faire toutes les études nécessaires pour réussir. Alors, je ne sais pas ce que ça veut Et dire, justement, réussir. j'allais vous poser la question, parce que chacun a ses définitions, réussir, mais même la célébrité, ça veut dire quoi? Comment vous la fantasmiez, cette célébrité? C'était quoi? Des hordes de fans qui vous alpagueriez à la sortie des salles de spectacle, les gens qui vous reconnaissent dans la rue, comme ça, arriver au resto au dernier moment, avoir toujours une table, ça voulait dire quoi pour vous dans votre imaginaire, être célèbre? Hum, Non, dans mon imaginaire, c'était réellement de pouvoir vivre pleinement de mon métier sans être dans le besoin et en profitant de la vie.
Alors, c'est vague, mais je ne me suis pas projeté sur des délires de stars, d'autographes, de machin, etc., et de premières pages de magazines. Je ne me suis même pas projeté sur le cinéma, puisque pendant mon expérience de comédien, j'ai très vite été confronté à des tournages où on était figurant, et la longueur de répétition, de travail, le temps passé sur un plateau, en fait, à ne rien faire avant que la caméra tourne, est quelque chose qui m'a gonflé terriblement. Donc j'ai découvert par la scène, en fait, l'instant présent, le saut dans le vide immédiat. Et je savais très bien que par le théâtre ou par la scène, on ne peut pas forcément devenir une vedette gigantesque. C'est un choix d'être artiste au sens artisan du terme dans des créations sur des scènes de théâtre. Je le savais. Vous m'avez parlé hein, de cette difficulté à communiquer avec votre père. Du deal aussi que vous avez passé avant de partir à Paris. Tu passes le concours administratif pour rentrer à la poste. Et puis bon, bah, tu fais ton école, tu fais ton apprentissage, tu fais ce que tu veux en somme à partir du moment où tu respectes ce contrat. Vous l'avez déjà eu, votre père, dans une de vos salles à cette époque-là ou après? Mon père est toujours venu me voir. Toujours. Il est toujours venu me voir. Il m'a vu parfois devant 600 et 800 personnes. Il riait comme tout le monde parce que j'ai travaillé à 80% dans l'humour et dans la comédie. Il Oui, m'a mais vu vous me dans des l'avez pièces. dit. Faire rire Oui, votre père, c'était peut-être le défi ultime. oui, mais j'ai pas eu le je t'aime. J'ai pas eu le bravo. J'ai pas eu le. Mais qu'est-ce qu'il Il est, disait, il par est- exemple? Il va vous voir sur scène, et puis ensuite, euh, il m'a venait dit en jamais loge? vu. Oui, il venait en loge, mais il restait pas. Il était gêné. Une fois, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais tellement de boulot comme comédien qu'il a fallu remplir ma feuille d'imposition avec un maximum d'employeurs que j'avais eu dans l'année. Et j'étais tellement perdu avec cette feuille d'imposition que j'ai demandé à mon père de m'aider. Et là, il m'a dit, mais il n'est pas possible que tu gagnes tout ça. Et j'ai dit, si, papa, je vis de mon métier. J'ai différents employeurs. Voilà ce que ça fait à l'année. Voilà ce que je dois déclarer. Et il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère par rapport à ça. Ça a été sa première réaction. Il ne m'a pas aidé, je me suis démerdé. J'ai eu droit à un Pourquoi vous savoir. pensez qu'il s'est mis en colère? Il aurait dû être fier que vous réussissiez. Enfin, c'est une forme de réussite que de gagner, que avoir un fils qui gagne sa vie avec sa passion, celui de comédien. Parce que je pense que mon père a eu un vrai problème avec l'argent, que en tant que postier, en tant que fonctionnaire, il ne gagnait pas suffisamment sa vie pour que nous ayons une belle vie. Il a été obligé de travailler en dehors, de revenir avec les mains parfois abîmées par le ciment. Il s'est presque tué au travail pour nous, pour que nous ayons une belle vie. Et je crois que ça l'a emmerdé de voir que je gagnais de l'argent aussi facilement pour lui en faisant le con sur scène, quoi. Vous m'avez dit hors antenne que donc vous étiez arrivé très rapidement à gagner votre vie avec ce métier, cette passion. Vous n'avez jamais connu la galère, vous? Si j'ai connu la galère parce que je suis un aventurier, je fonctionne, je me débrouille moi-même, je suis un autodidacte. C'est-à-dire que parfois Donc vous êtes mis lorsque en péril, en danger? ah bah oui, j'ai parfois gagné beaucoup d'argent et je l'ai investi moi-même en me lançant dans des projets que personne, qui étaient des aventures remarquables, hein, mais j'ai dépensé beaucoup d'argent pour aider des gens euh, parce que personne ne voulait le faire. Donc, j'ai perdu beaucoup dans des créations ou des envies d'aider des gens. J'ai perdu beaucoup d'argent comme ça. Et après, j'en regagnais, et ainsi de suite. C'était l'éternelle montagne russe. Vous êtes devenu directeur artistique à un moment donné du Point Virgule à Paris, qui est la Oui, référence des cafés-théâtres, parce que finalement, vous avez vécu l'âge d'or des cafés-théâtres. Dans les années 80, ils ont été créés quoi, dans les années 70, c'est ça, avec oui, le point virgule Coluche, est le devenu. Splendide, tout ça. C'est cette Voilà. époque-là. Vous Oui, avez récolté les fruits de cette époque-là. oui, moi, je suis arrivé au point virgule en 90 et le point virgule est devenu le point virgule en 77. Il avait été la veuve Pichard avant, créé par Martin Lamotte et Coluche, entre autres. Mais je suis arrivé dans les années, fin des années 80 et 90, dans une mouvance. En fait, quand François Mitterrand est arrivé, quand le socialisme est arrivé en France, on sortait de la droite, De Gaulle puis la droite.
quand le socialisme est arrivé, pendant 14 ans avec Mitterrand, on a beau dire ce qu'on veut, je ne veux pas parler politique ou quoi que ce soit, moi j'avais entre 18 et 34 ans. Et j'ai vécu les plus belles années de ma vie. Canal+ est arrivé, les radios libres sont arrivées, les cafés-théâtres, les scènes ouvertes. Ça a été des moments impensables. Alors, plein de talents ont émergé et j'ai eu la chance de me retrouver au point virgule pendant une émergence de talents impressionnante, quoi. Avec des gens qui sont devenus ensuite des stars, c'est ça? Des Oui, humoristes. tout à fait, bien Est-ce sûr. qu'il y avait un esprit de compétition? Vous allez me dire, je ne sais pas ce que vous allez me dire d'ailleurs. Est-ce qu'on se À tirait la l'époque, bourre justement derrière le rideau? à l'époque, non. Maintenant, oui, mais à l'époque, non. Mais à l'époque, non. Il n'existait même pas le concours d'humour à l'époque. Il existait des festivals où on allait se montrer, mais il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de prix, de machin, etc. C'était des festivals où on se déplaçait pour aller jouer chez les gens en province. Vous, ça marchait, vous gagnez bien votre vie, vous remplissez les salles. Est-ce que ce rêve ultime qui était d'avoir l'approbation, le tampon de votre père et que vous n'aviez pas, vous avez continué à courir après? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, vous avez dit, de toute façon, je ne l'aurai pas, ça? Non, j'ai couru après, mais le problème que j'ai eu, c'est que comme je m'occupais des autres, que je travaillais au point virgule, que je lançais ceux qui sont devenus des stars, que j'étais aux origines, que je m'occupais de ces gens au début pour qu'ils accouchent de leur réussite et de leur artiste, je me suis retrouvé à créer des festivals, je me suis retrouvé à avoir un théâtre moi-même au festival, à faire Avignon, pour faire le festival d'Avignon. En fait, j'ai toujours fait des choses qui m'ont fait dévier de ma propre vie de comédien. En fait, je n'ai pas été concentré pleinement sur ma vie de comédien pour réussir pleinement. Et je me suis éparpillé à vivre une vie que je ne regrette aujourd'hui absolument pas, qui était merveilleuse, mais je ne suis pas resté concentré sur moi-même à cause de cette problématique familiale, en fait. À quel âge vous êtes tombé malade pour la première fois? 46 ans. Comment vous l'avez appris? Est-ce que vous vous rappelez du jour où le diagnostic a été posé, on vous l'a verbalisé? Ben, j'étais en train de jouer sur scène et mon partenaire de scène me dit, j'en ai marre, tu siffles. Bon, je fumais, hein, je suis un ancien fumeur. Tu siffles de la gorge. Tu siffles beaucoup de la gorge quand je suis sur scène et que je joue avec toi, je le sens. Moi, je ne me sentais pas plus que ça. Et puis, je me suis dit, bon, c'est la cigarette. Et il m'a dit, tu devrais aller voir quelqu'un. J'ai mis longtemps à l'écouter. Puis finalement, je suis allé voir un ORL qui m'a dit, qui a regardé, qui m'a dit, non, je vois rien, mais je vais vous donner rendez-vous avec un ami à l'hôpital de Saint-Ouen. Mais il faut 9 mois pour prendre rendez-vous, donc permettez-moi de l'appeler pour que vous ayez un rendez-vous rapidement. Et je suis rentré chez moi tranquille. Mais 2 heures après, le téléphone sonnait chez moi et cet ORL m'a pris rendez-vous pour le lendemain même à 9 heures. Donc j'ai senti une urgence et je suis arrivé à l'hôpital en question. J'ai été accueilli par ce professeur en ORL qui m'a dit on va faire une biopsie, rester là cette nuit. Et je suis resté, je ne suis pas ressorti. Je... C'est lui, ce même professeur, qui vous a annoncé que vous étiez malade? Non, non, c'est son ami qui travaille à l'hôpital Saint-Ouen qui s'est chargé de moi, un mec extraordinaire, et qui m'a dit on va opérer. J'étais face à une tumeur impressionnante dans la gorge, de l'amygdale gauche. Je l'ai vu hein, au scanner, je suis tout de suite allé écraser ma cigarette dans la cour de l'hôpital, ma dernière cigarette, mais c'était trop tard. Alors on m'a opéré, on m'a enlevé la tumeur et j'ai eu derrière 3 mois de chimio et 3 mois de radiothérapie de contrôle pour éviter que des métastases se mettent en place. Et j'ai décidé de totalement changer ma vie. Vous avez eu Et peur la première fois? je suis resté allongé pendant presque 3 mois avec une trachéotomie à regarder un plafond. Et on m'a refait la gorge en me prenant un bout de bras, un bout de jambe, des morceaux de peau qui sont, paraît-il, très pratiques pour refaire la gorge. Et j'ai cru que j'allais mourir. En plus, il y a eu une deuxième opération derrière parce que la première a été, il y a eu des complications. Et j'ai même, je me suis même vu me, enfin, j'ai voulu faire une tentative de suicide à l'hôpital au bout de 5 jours. Mais vous pensez bien, je me suis dit tous les tuyaux que j'ai et qui passent de partout, je les enlève avec ma main et je peux plus respirer. Mais vous pensez bien que n'importe quel truc se serait mis à sonner, une infirmière serait arrivée, j'aurais jamais eu ce problème. Mais en fait, j'ai pas osé faire le geste. Au moment où j'ai failli faire péter ces tuyaux, je ne dirai jamais. Il y a
quelque chose qui m'en a empêché. J'ai vu une lumière. J'étais persuadé que c'était la présence de ma mère qui venait me rendre visite. Comme par hasard, j'étais dans l'hôpital qui s'appelle Claude Bernard. L'ORL s'appelle Claude Bernard, la partie de l'hôpital Saint-Ouen. Mon père s'appelle Claude et ma mère, son nom de jeune fille, c'était Bernard. Et Vous y j'ai vu avez ça vu un comme un signe. signe. Ouais, et du coup, à ce moment-là, je l'ai pas fait, je n'ai pas fait le geste, et j'ai basculé de l'autre côté. Le noir est devenu bleu, et je me suis dit, non, tu vas réussir ton coup, mon petit gars. Par contre, comme je suis resté 3 mois allongé sous trachéo, j'ai eu le temps de réfléchir sur ma vie, j'ai eu le temps de comprendre les mauvaises raisons qui m'amenaient sur scène, Pour et vous, j'ai eu ce le temps de... cancer, il est directement imputable à votre façon d'exercer votre activité professionnelle pendant toutes ces années. Non, il est dans l'ADN familial. Ça, je viens de le comprendre parce que ça fait 15 ans que je travaille sur moi-même. Vu que j'ai eu un deuxième cancer, que j'ai réussi encore à foutre par terre, et vu que le troisième est en train de excusez-moi l'expression, de me baiser la gueule, je travaille encore sur moi-même. Je suis en train de découvrir des choses là depuis quelques jours que j'ai commencé cette série YouTube et il y a des raisons. Je Et vous suis en m'avez train de dit aux découvrir des antennes choses. hier, vous m'avez dit, à force de voir les autres décoller et moi rester simple intermittent, c'est ça que vous avez dit, Oui, j'ai dû développer ce cancer de la gorge. Donc c'est oui, quoi? bien sûr. C'était une frustration, le fait de ne pas pouvoir aller là où vous espériez aller initialement, vous pensez? Ben, la difficulté d'avaler les choses. Quelle qu'elle soit. Le fait que mon père n'ait pas dit le je t'aime et que je n'ai pas eu la reconnaissance paternelle par rapport à mon job, et puis le fait de voir les autres réussir parce que je m'y étais quelque part mal pris. Je sentais bien que j'étais en train de faire fausse route. Votre père était toujours Voilà. de ce monde quand vous êtes tombé malade la première fois? Oui, et mon père m'a dit. Alors, comme mon père a accompagné ma mère pendant toute sa maladie et que ma mère était déjà partie lorsque je suis tombé malade, mon père s'est énormément rapproché de moi et est venu me dire un je t'aime. Mais ce je t'aime était totalement faussé puisqu'il est venu vers moi parce que j'étais malade et il est venu vers moi comme s'il n'avait pas réglé son problème des dents face à l'accompagnement de ma mère. C'est Enfin quelque ça chose c'est que j'ai votre tout de suite senti. interprétation, René Marc. Oui, mais je l'ai senti tout de suite. J'ai Donc senti c'est tout de comme suite si vous ça. ne l'acceptiez pas ce je t'aime, il est arrivé trop tard. Ou Il pas est au bon arrivé trop moment. tard. Ouais. Oui. Et après, enfin, mon père a commis des maladresses à ce moment-là. Beaucoup de maladresses. Vous, cette maladie et ce combat que vous avez gagné une première fois face au cancer, il vous a mis sur de nouveaux rails professionnels? Ah oui, ma vie a changé personnellement et professionnellement. Je vis les meilleures années de ma vie depuis 10 ans. Mais vraiment les meilleures années de ma vie. C'est-à-dire totalement en paix, totalement dans le partage, l'éclate. Je suis très très fier de la manière dont je suis très très fier de ce qui est devenu ma vie, oui, tout à fait. Vous allez m'expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours et dans quel état d'esprit vous êtes désormais. Tiens, je salue quelques-uns d'entre vous qui sont sur le chat. Anthony, Chris et puis Thierry. Tiens, Thierry qui m'apprend sur le chat qu'il vient de retrouver un boulot, qui était avec ce soir son Yorkshire. Nouveau boulot en perspective et un petit peu de stress parce que c'est l'inconnu. Déjà, je suis très content pour vous, Thierry. Puis c'est normal d'être un peu stressé à l'aube d'une nouvelle aventure, mais j'en suis certain, tout va très bien se passer. Félicitations à vous Thierry. C'est juste avant la nuit qui continue ainsi. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Et depuis le début de cette émission, j'échange avec René Marc. René Marc, vous m'avez parlé de ce premier cancer que vous avez terrassé. Vous m'avez dit, après cette maladie et la rémission, vous avez vécu les meilleures années de votre vie. Et ça vous a profondément changé. Euh, Quand est-ce qu'est apparue la maladie une seconde fois? Dans quel contexte? Il y a combien de temps? En été 2022, j'ai commencé à avoir des difficultés à avaler mes aliments et il y a un moment où ça ne passait plus du tout. Donc, je suis allé voir un gastro-entérologue qui m'a fait une coloscopie, etc., et qui a détecté une tumeur de 5 cm qui bloquait, c'est le cancer du cardia en fait,
qui bloquait l'œsophage, qui bouchait l'œsophage et qui empêchait les aliments de descendre dans l'estomac. Je vous arrête là. Quelques jours. Est-ce que Oui. cette fois-là, comme la première, le mot a été prononcé devant vous rapidement? Ce mot Non, mais non, il parle de carcinome, je ne sais pas le terme exact techniquement, on ne dit pas cancer. Mais, Et mais vous, on dit tumeur en tout cas. et vous, fort du fait que vous en avez terrassé une première fois un cancer, dans quel état d'esprit vous étiez lorsque vous comprenez pour la seconde fois que vous allez devoir à nouveau combattre? Ben, déjà, le retour vers la chimio, en fait, ça a été assez compliqué parce qu'il y a eu la proposition de l'opération, mais lorsqu'on a fait un TEP scan, on m'a découvert une espèce de côte cassée. On m'a demandé si j'avais une côte cassée. Je dis, je vois pas pourquoi j'aurais une côte cassée. Il a fallu faire une biopsie pour découvrir qu'il y avait une métastase à l'intérieur d'un os d'une côte. Et à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une métastase, on ne peut plus opérer. Donc, je suis entré dans un processus, non seulement on a été obligé de me nourrir avec de la nourriture, de m'installer un cathéter à nouveau, et de le retrouver. J'ai pleuré de joie quand on me l'a enlevé la première fois, le cathéter. Mais là, il revenait, on m'en remettait au même endroit. Et ce que je voudrais Ça comprendre, déjà, c'est dans quel état d'esprit vous avanciez. C'est quoi votre tempérament? De ce que j'entends, moi, j'ai l'impression d'avoir un gars qui, de toute façon, toujours part au front. Est-ce que c'est... oui, Ouais, c'est ça. action-réaction, je fonctionne comme ça, action-réaction. Mais il Et n'y a, il y d'ailleurs, a pas de place pour la peur dans ces moments-là. mais je ne sais pas comment les gens réagissent face à ce genre de monstre qui apparaît tout d'un coup. Je ne sais pas. Moi, ma réaction, Mmh. j'ai toujours réagi en me disant il faut que ça parte. Il faut que je me batte et il faut que ça parte. Et d'ailleurs, en l'espace de 9 mois, j'ai réussi à dégager la métastase dans l'os et la tumeur en 9 mois, à coup de chimio et d'immunothérapie. Mais le fait de retomber à nouveau dans l'hôpital, les 6 mois et tout, ça a été, je sais trop que les... Alors, il y a une différence avec ce que j'ai vécu, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui va donc devenir ma femme prochainement et qui est une ex-infirmière, la vie n'est pas un hasard, et qui est une ex-infirmière en palliatif, qui accompagnait les mourants en tant qu'infirmière à domicile, en fin de vie, et qui, tout de suite, lorsque la maladie s'est déclarée, a su m'emmener dans l'accompagnement. C'est-à-dire que très vite, nous sommes rentrés dans le fait de m'accompagner par des thérapies et bioénergie, acupuncture, des plantes, pour éviter aux effets secondaires de me détruire totalement. Pensez que la vie Et, n'est pas une suite de hasard. non, absolument pas. Absolument pas. Qu'est-ce qui s'est passé, René Marc, je vous entends combatif avec ce credo qui est action-réaction, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière pour que concrètement, vous vous prépariez à ce que bientôt votre vie s'arrête, pour dire les choses très clairement? Déjà, je ne le savais pas parce que de contrôle en contrôle, après, évidemment, quand j'ai réussi à dégager les choses, il y a eu plusieurs contrôles bons, donc on a arrêté tous les traitements. Et puis, à un moment donné, on est quand même suivi régulièrement pendant 5 ans. À un moment donné, en février 2023, je suis retombé à nouveau sur un contrôle qui annonçait que la tumeur reprenait et qu'elle s'était multimétastasée. Donc, action-réaction à nouveau, mais retomber encore dans chimio et compagnie. J'ai essayé de me battre. Ça a été cas un cas. Il y a des moments, j'ai réussi à éloigner. Il y a des moments, c'est revenu. Mais très honnêtement, le contrôle que j'ai eu la semaine dernière, les résultats du contrôle que j'ai eu, je ne m'attendais pas à une telle chose. J'étais persuadé d'avoir encore gagné mon coup. Mais tant qu'il y a de la vie, et sans jouer les bénis oui-oui, c'est jamais perdu. Qu'est-ce qui fait que là, vous dites, bon bah ça y est, la maladie a gagné, maintenant je compte les jours qui me restent? Bah, d'où mon action-réaction, cette façon sur YouTube de m'exprimer et de libérer ma parole, Ça, parce on que va y ce sont les venir. médecins, Ça, je l'entends, mais mais le médecin... ce sont les médecins Ouais. qui viennent de me dire. Alors j'ai vu les scanners, Hum. j'ai bien vu, Et qu'est-ce et qu'ils je vous ont sens dit, les aussi. médecins, la semaine dernière? Les médecins m'ont proposé un nouveau protocole de palliatif, c'est-à-dire que de toute façon la maladie est incontrôlable. Et c'est un professeur auquel j'ai un respect incroyable, qui m'a merveilleusement bien suivi, un grand professeur à l'hôpital Saint-Louis à Paris, mais qui me dit, voilà, la maladie est devenue incontrôlable, donc on rentre en palliatif. On vous propose une nouvelle chimio si vous voulez la tester, qui vient de sortir aux États-Unis.
voilà, vous allez être cobaye, produit test, parce qu'on n'a pas encore de recul Et à suffisant ça, sur vous cette dites non. chimio. Non, je refuse parce qu'il m'a annoncé que les effets secondaires seraient encore plus conséquents et il m'a dit, de toute façon, ça ne peut pas guérir, ça rallongera peut-être votre vie de 6 mois, 1 an. Et j'ai dit, et si je ne la fais pas? Et là, il me dit, ben, peut-être que dans quelques mois, ce sera plus possible. La question, la fameuse question du combien il me reste à vivre, personne ne peut y répondre. Et peut-être même encore moins les médecins qui, en général, sont peu enclins à se prononcer sur une question comme celle-ci. Mais les médecins suivent des statistiques, des scanners, enfin, ils ont quand même un peu l'expérience du domaine, mais encore une fois, c'est l'avis médical qui m'a été donné. C'est pour ça que mon action-réaction dès le lendemain avec cette série YouTube que j'ai commencé, j'expliquerai pourquoi ce moyen d'expression, c'est parce que j'espère bien que les médecins se trompent. J'ai les yeux pétillants d'espoir, là encore, hein. Donc c'est en sortant de cette consultation que vous êtes dit, tiens, je vais ouvrir mon journal de bord sur YouTube et raconter au jour le jour ce qui se passe dans ma tête, dans ma vie, dans mon corps. Oui, d'abord pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que je sens bien que mon corps commence depuis quelques semaines à avoir un vrai problème. C'est-à-dire que là, j'ai pu visualiser par les scanners ce qui m'arrivait. Je suis multimétastasé partout dans le corps et les ganglions grossissants appuient sur les organes. Je n'ai aucun organe d'atteint. La tumeur en question a regrossi et risque de m'empêcher de manger à nouveau. Mais en fait, c'est cette pression. J'ai l'impression d'être comme dans un étau qui se resserre et je sens très bien que dans mon corps, je suis en train d'être pressé comme un étau. J'ai des tas de douleurs. Je marche à la codéine en ce moment, qui viennent de ça. Ça a été visualisé par le scanner. J'ai enfin compris pourquoi, depuis 1 mois, j'ai des douleurs que je n'avais pas avant. Donc ça, déjà, ça m'a inquiété. Après, quand le résultat a été lu par le médecin et que j'ai eu ce diagnostic, bah, là, je me suis mis dans la tête, bon, ben, mec, tu vas crever, quoi. Et Tout c'est d'un le coup, fait il y de a vous quelque faire chose. cette réflexion-là qui ensuite, action, réaction, pour vous paraphraser, vous a fait appuyer sur le bouton REC de votre caméra pour vous filmer et ouvrir ce journal de Oui, bord sur YouTube. oui, parce que je n'arrête pas le travail sur moi-même, je n'arrête pas le travail lié à la transmission familiale. J'ai fait des séances de constellation familiale. Je travaille avec des thérapeutes qui interrogent les cellules du corps, qui font de l'éthiothérapie. Je travaille sur moi-même et je suis en train de rentrer en contact avec les cellules de mon corps et je suis en train de comprendre les origines de la maladie, de celle qui s'est développée. Aucun cancer quand les cellules sont attaquées, c'est qu'il y a quelque chose qui les a attaquées, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et la plupart des cancers, c'est pas parce que l'eau est polluée, c'est pas parce qu'il y a du stress, qu'on fume ou qu'on bouffe n'importe quoi. C'est aussi des maladies que nous nous créons nous-mêmes. Et je suis en train d'explorer, je suis tombé sur le trauma qui a réveillé cette maladie en Donc moi. c'est une expérience que vous partagez en livrant ce journal de bord au quotidien sur YouTube. Oui, c'est une expérience d'abord parce que je Introspective. travaille. Elle est introspective et c'est surtout que je viens de comprendre que on ne peut guérir réellement que par l'amour et le pardon. Et il ne s'agit pas de, ça n'a rien de religieux. Je ne suis pas croyant et je me Vous prends n'êtes pas pas pour un croyant, dieu vous, ou René quoi que ce soit. Marc. Non, je ne Vous suis m'avez pas parlé de croyant du tout. signes, vous me parlez de que la vie n'est pas une série de hasards. Ah, attention, attention, je crois en une connexion, je crois en une D'accord, énergie. d'accord. Ça ne veut pas dire que je crois en un dieu ou que je suis une religion quelconque. Absolument pas. Dites-moi, depuis combien de jours vous le tenez, ce journal de bord vidéo? Ça va faire une semaine demain. J'ai vu celui d'aujourd'hui, vous étiez particulièrement ému, parce que tout ça, ça vient remuer beaucoup de choses. Bien sûr, Quels sont les... Vous recevez beaucoup de messages, je vois. énormément. Euh, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans les messages que vous recevez? Déjà, est-ce que vous êtes surpris de recevoir autant de messages? Oui, je ne m'attendais pas à un tel impact. Et je vous cache pas que je m'interroge beaucoup. Ce n'est pas une, Quelle est la je ne suis pas question que vous posez? mais je ne suis pas un comédien en train d'essayer de redorer son blason médiatiquement. Ça, Il y a un j'entends, problème. évidemment. Pourquoi Mais, certains mais vous ont fait le ça reproche peut. de ça? Non, mais ça, je suis sur un fil. C'est, c'est très compliqué à gérer. Je suis embarqué dans un truc que je l'ai créé et qui est en train de me dépasser et il faut que je reste sur ce fil. Ma démarche est de vraiment faire comprendre
que s'il n'y a pas d'amour, si les gens ne communiquent pas, et nous vivons dans un monde qui nous empêche de plus en plus de communiquer. La preuve, c'est que ce sont les réseaux sociaux maintenant par lesquels nous passons, et c'est pour ça que j'utilise ce moyen. Je ne l'ai jamais fait. C'est parce que les gens se mettent à se manifester et à se parler, à se dire les choses que quand il est trop tard, que quand on est face à un danger, quand on est face à la possibilité que les gens s'en aillent ou qu'il y ait quelque chose de mauvais qui nous pend sur la tête. Et cette chose me fascine un petit peu. Et par rapport à la vidéo, j'ai envie de simplement expliquer qu'il vaut mieux vivre dans l'instant présent et se dire les choses maintenant, tout de suite, Oui, mais ne vous le pas perdre de savez, temps. vous avez compris la Non, nature humaine, vous tournez autour avec votre métier depuis finalement quasiment toute votre vie. non, la Dans un monde nature humaine idéal, a ça changé. serait comme ça, mais vous le savez, hélas. Johan, la vie a changé. Même vous, vous utilisez les réseaux sociaux pour vous Non, mais je vous dis exprimer ça avec parce votre que émission. j'ai Oui. regardé l'épisode d'aujourd'hui, appelons ça un épisode, même si votre vie n'est pas un feuilleton. Euh, Vous déploriez le fait qu'effectivement des gens dont visiblement vous n'aviez plus de nouvelles depuis des années réapparaissaient comme ça parce que justement ils apprenaient la mauvaise nouvelle. Et j'avais l'impression que ça vous chagrinait fortement. Non, parce que j'ai des tonnes d'amour. Non, mais 98% de des ces messages que je personnes-là, reçois sont des tonnes d'amour. Mais il y a des personnes qui ont des réactions un petit peu comme, excusez-moi l'expression, comme un peu les mouches à merde. Il y a du malheur. Alors d'abord, je reçois des témoignages de gens qui se plaignent, qui sont dans des états et dans des situations pires que moi et qui me racontent leur vie. Donc, très honnêtement, je trouve ça totalement indécent. Je ne les connais pas et ils viennent me raconter leurs problèmes, leurs morts, leurs maladies, leurs machins. C'est pas ce que je cherche. Je veux simplement faire réfléchir sur deux choses. Le pouvoir de l'image, le pouvoir des réseaux, la façon de communiquer qui a changé entre les humains, et le fait qu'on en oublie le principal, c'est-à-dire l'amour. L'amour et le pardon. Ce sont des choses fondamentales. C'est les seules choses que l'homme n'a pas créées, l'amour et le pardon. C'est des choses qui appartiennent à une connexion au-dessus de nous, chacun peut l'interpréter comme il veut. Tout le reste a été fabriqué, façonné et finalement détruit par l'homme sur cette planète. Et ce sont des choses qui disparaissent. C'est un petit peu le combat que j'essaie de mener. pensez-le à quoi, vous, en ce moment, le soir, quand vous endormez? Bah, pour être tout à fait honnête, je m'en suis qu'avec un bon antidépresseur, un Xanax, et puis un Zopiclone, et puis de la mélatonine. Sinon, je dors pas. Sinon, c'est le vélo dans la tête. C'est pas possible. Sinon, on pense à sa mort, on pense à plein de choses. Voilà. Après, je vis avec une femme merveilleuse et je vis une histoire d'amour Eh ben, on merveilleuse. va terminer avec ça. Donc, vous m'avez dit, Voilà, depuis combien de je temps profite de la vie. depuis combien de temps vous fréquentez, vous vivez avec cette femme? On entame bientôt notre 10e année. Et donc, tout récemment, où vous ou elle, vous êtes passé à la mairie et vous projetez de vous marier dans les prochains jours, c'est ça? Ben, on y pensait déjà il y a plus de 2 ans, mais quand la maladie m'est tombée dessus, tout a été repoussé. Et là, devant l'ultimatum qui s'est présenté, on est allé à la mairie en me disant, voilà, j'ai une maladie incurable, est-ce qu'on peut se marier vite? Et la date a été fixée immédiatement. Voilà, Vous avez on vient de envie de faire nos quoi là dents. pour la suite? Parce que une fois encore, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'envie, il y a de l'amour, il y a de l'humour. C'est pas à vous que je vais le dire, puisque vous en avez fait votre métier. Vous avez envie de quoi là maintenant? Là, je sens que ce que je suis en train de faire, et qui n'est pas une démarche égocentrique ou quoi que ce soit, est en train de remuer et de répondre à des questions susceptibles de me guérir. Je n'ai plus de chimio, je n'ai plus de traitement. Mon corps va progressivement retrouver de sa force. Il peut peut-être, dans la situation où je me trouve, par l'amour, par l'échange, par les gens que je retrouve, par les échanges que j'ai, par le mariage qui arrive, par tout d'un coup tous ces bonheurs qui me tombent dessus depuis quelques jours, malgré cette mauvaise nouvelle, il peut remettre en énergie, inverser l'énergie de mon corps, vu que j'ai compris la cause de la maladie et que je sais quel est le problème personnel et intime que j'ai à régler. Je remercie René Marc d'être venu dire les choses comme vous les avez dites ce soir. Mais, mais merci, Johan, merci à vous. Et, 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 et je vous souhaite plein d'énergie donc et plein de courage pour la suite. Mais je prends. J'en suis très touché. Bonne nuit à vous. Merci. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute.